Et place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Bonjour. Olivier Dussopt. Bienvenue. Vous êtes ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'Insertion. On va parler ce matin de pouvoir d'achat, d'inflation, d'emploi, d'immigration. Et tout d'abord, l'État qui cherche de l'argent partout et vous convoitez un petit trésor, un pactole, celui des retraites complémentaires du privé, l'excédent de ces retraites complémentaires. Est-ce que vous confirmez ce matin, monsieur le ministre, que vous pourriez leur ponctionner entre 1 et 3 milliards d'euros par an? Je confirme que depuis le mois de décembre, lorsque nous avons présenté la réforme des retraites, et notamment lorsque nous avons présenté aux partenaires sociaux les documents de concertation, avant même que la réforme soit elle-même présentée et globalement présentée, nous avons dit en décembre que la réforme que nous présentons est une réforme qui permet de ramener le système de retraite à l'équilibre, tout régime confondu. C'est-à-dire que lorsque la réforme a des effets très positifs sur un des régimes, il y en a 42, il est normal que ce régime soit aussi mis à contribution pour financer l'équilibre général. Au mois de juillet, nous avons précisé la trajectoire financière une fois la loi votée aux partenaires sociaux. Donc ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas une information. C'est pas une surprise, vous non, voulez dire? Non, pas une surprise. Et je vais jusqu'au bout. La réforme telle que nous l'avons portée, telle qu'elle a été votée par le Parlement, va permettre à l'Agirc Arrco, puisqu'on parle de cette retraite complémentaire, de dégager en 2026 entre 1 et 1,2 milliard d'euros. Non pas. Pardonnez-moi, parce que c'est bien géré par les syndicats et le patronat. Je vais au bout. L'Agirc Arrco est excédentaire parce que c'est bien géré. Oui. Mais sur le total des excédents de 2026, il y en a une partie, 1 milliard à 1,2 milliard, qui n'existerait pas sans la réforme. Et nous considérons que cette partie d'excédent, nous on dit 1,2 milliard, Agirc Arrco dit 1 milliard. Ça n'est pas si loin en termes de prévision à 3 ans. Et nous considérons que cet excédent qui n'existerait pas sans la réforme, on ne parle pas des réserves, mais d'une partie de l'excédent, il est normal que ce soit mis à contribution pour financer un certain nombre d'acquis de la réforme. Donc vous me répondez que vous pourriez ponctionner 1 milliard, 1,2 milliard dans cet excédent. Vous dites, Olivier Dussopt, que c'est normal ce matin. Sur Europe 1, ce matin, un syndicaliste de Force ouvrière dénonce, je cite, un détournement de fonds de votre part. C'est quand même assez fort de café. Et les bras m'en tombent. D'abord parce que les mots employés ne sont pas à la hauteur de la situation. Et par ailleurs, vous dites que c'est un responsable syndical de Force ouvrière. Il fait partie de ceux, et c'est totalement légitime, je ne le conteste pas, qui se sont opposés à la réforme. Ils sont opposés à la réforme, mais par contre, ils souhaitent garder uniquement pour leur seul régime de retraite la partie d'excédent générée par la même réforme. Cet argent ne vous appartient pas, il n'appartient pas à l'État, il appartient aux retraités. Il appartient aux assurés et il appartient à l'intégralité du système de solidarité. Pardonnez-moi, pour la solidarité, il y a l'impôt. Il y a l'impôt pour la solidarité, il y a aussi la cotisation. Et nous l'avons dit, je le répète, c'est une réforme qui a été construite avec l'ensemble des régimes pour un retour à l'équilibre global. Ça avait été dit dès le mois de décembre, il n'y a vraiment aucune surprise. Oui, mais alors pourquoi les syndicats, vous dites Force ouvrière, c'est fort de café, mais alors le président du MEDEF, on ne peut pas dire que c'est un opposant acharné au gouvernement. Il a dit ce matin dans les Échos, vous l'avez lu, monsieur le ministre, il dénonce votre interventionnisme grandissant, il s'inquiète de vos propos à vous. Parce que j'ai dit, et j'assume, que l'ensemble des régimes de retraite doivent être mis à contribution dans le cadre de la réforme pour un retour à l'équilibre et pour financer un certain nombre d'avancées, je pense notamment au relèvement des petites pensions. Mais je le répète, cet argent dont on parle, le milliard d'euros environ à horizon 2026, c'est un argent qui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la réforme. Donc l'État n'est pas en train de piquer de l'argent aux retraités du privé. Je conteste ces termes, effectivement. Et juste pour rassurer quand même ces retraités du privé, est-ce qu'ils pourraient perdre du pouvoir d'achat? Est-ce que la revalorisation pourrait être moins importante puisque vous allez quand même ponctionner? Aucunement. L'Agirc Arrco a des réserves qui sont équivalentes à plus de 15 mois et avec un système qui permet d'être excédentaire. D'ailleurs, si le système est excédentaire, c'est aussi parce que les mêmes partenaires sociaux, y compris la plupart des organisations syndicales, en 2019 avaient voté le principe d'une décote de 10% lorsque les gens prennent leur retraite avant 65 ans. Ce qui est sûr, Olivier Dussopt, c'est que vous cherchez, l'État cherche de l'argent partout. Éric Ciotti croit trouver une sorte de potentiel d'économie, il l'a dit dans le Parisien dimanche, et il vous appelle à aller plus loin pour réduire encore l'indemnité chômage tout en dénonçant votre budget de camouflage. Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous avons déjà réformé l'assurance chômage 2 fois. Et il dit vous pourriez aller plus loin. Nous l'avons réformé 2 fois et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Personne ne l'avait fait avant. Nous l'avons fait en 2019. Ça vous dites à la droite, elle ne l'a pas fait, c'est ça? Personne ne l'a fait avant, effectivement. C'est le travail de Muriel Pénicaud et d'Elisabeth Borne, la réforme de 2019, avec un changement des règles d'éligibilité à l'assurance chômage et de modalités de calcul. Fin 2022, j'ai porté une seconde loi de réforme de l'assurance chômage, qui s'appuie sur un principe très simple, que le président de la République avait dit pendant sa campagne présidentielle. Lorsque l'économie va bien, les règles sont plus incitatives à la reprise d'emploi. Lorsque l'économie va mal, on protège les demandeurs d'emploi parce que c'est plus difficile de trouver un emploi. C'est ce qu'on appelle la contracyclicité. Ces 2 réformes, elles ont permis de changer la donne de l'assurance chômage. Donc vous fermez la porte à cette proposition. Non, parce que je pense que sur la contracyclicité, la meilleure prise en compte de la conjoncture économique, expliquez en quelques mots c'est prendre en compte l'état du marché de l'emploi et dire que lorsque l'économie crée de l'emploi, on protège un peu moins. Lorsque
l'économie détruit de l'emploi, on protège beaucoup mieux. On peut évidemment avoir quelque chose de plus graduel encore. Mais ce que je veux dire, c'est que l'assurance chômage, de 2009 à 2019, en moyenne, c'est 1,9 milliard de pertes chaque année, 1,9 milliard de déficit. En 2021, c'est 2 milliards d'excédents. Et en 2023, c'est 4 milliards d'excédents, avec une trajectoire d'excédent pour l'assurance chômage, ce qui est bon signe pour la solidité de notre système de protection sociale. Olivier Dussopt, la question brûlante de l'inflation sur le carburant. Il est vrai que certaines enseignes ont déjà démarré les opérations à prix coûtant. D'ailleurs, sur un plein, c'est une économie d'à peu près 2 à 3 euros. Il y a aussi l'indemnité carburant qui ne va pas rapporter bien plus, très sincèrement. C'est un coup de pouce ou une aumône aujourd'hui? Ah non, c'est un coup de pouce et nous sommes le seul pays européen à avoir ce type de politique. Avec des chèques carburant, avec un bouclier énergie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, un chèque carburant tel que le président de la République l'a annoncé, et avec cette politique que mène la Première ministre, notamment auprès des distributeurs, pour faire en sorte que les consommateurs soient les mieux protégés possibles. 2 euros. Mais nous sommes dans une logique de frein à l'inflation et de frein à l'augmentation des prix. Je le répète, on peut toujours considérer, toujours, en la matière et surtout en matière de pouvoir d'achat. On peut faire plus. Oui, ou que ça n'est pas assez. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous pouvez dire ce matin, Olivier Dussopt, qu'il n'y aura pas de coup de pouce supplémentaire, quoi qu'il arrive, même s'il y a une étincelle sociale. Vous savez que ça n'est pas dans mon champ de compétences ministérielles, mais ce que je dis, c'est qu'on peut toujours considérer soit qu'on peut faire plus, soit qu'on ne fait pas assez. Ce que je dis, moi, c'est qu'aucun pays européen ne fait autant. Et pour avoir été ministre du budget pendant presque 3 ans, je sais combien, lorsqu'on intervient sur le prix du carburant et sur ces questions-là, combien c'est extrêmement coûteux en matière de finances publiques, soit par perte de recettes, soit par coût net. Et donc il faut qu'on soit à la fois protecteur, c'est ce que nous sommes, les plus en Europe, mais aussi raisonnable, parce que je le disais quand j'étais ministre du budget, mais l'argent, ça n'est pas magique, ça ne pousse pas sur les arbres. Est-ce que vous diriez, par exemple, comme le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a eu cette phrase, les Français ne s'appauvrissent pas. La question, c'est parfois, est-ce que les ministres vivent sur la même planète que les Français? Évidemment oui, mais vous savez, on a un appareil statistique qui est très performant et qui mesure que au cours des derniers mois, des dernières années, nous avons résisté. Et résisté face à l'inflation. Qui nous? À tel point, la France en général. Quand vous voyez des gens qui font... vous les connaissez dans votre région, ceux qui font un arbitrage dans les courses, sur le carburant. Parfois, et c'est normal, parce que d'abord on parle de moyenne, parfois il y a des chiffres et des relevés statistiques qui peuvent surprendre quand on les lit. Oui, mais la vie, la vraie. Justement, au deuxième trimestre de l'année 2023, pour la première fois depuis le début de la crise inflationniste, pour la première fois depuis cette poussée d'inflation, la progression des salaires en moyenne, et je parle de manière très générale, est plus importante que la progression des prix, ce qui signifie du pouvoir d'achat. Quand je dis ça, ce n'est pas moi qui le dis. Mais vous savez que vous n'êtes pas audible quand vous dites ça. J'entends, vous lisez des statistiques, des chiffres têtus. J'allais le dire avant vous. Quand je dis ça, je sais très bien que ceux qui nous entendent se disent « mais moi quand je fais mes courses, ça coûte plus cher ». Et j'ai l'impression d'être moins riche aujourd'hui qu'avant. Et ça se respecte. Parce que tout n'augmente pas de la même manière. Parce qu'en fonction de ce que vous achetez, de la manière dont vous vivez, du revenu que vous avez, vous n'avez pas la même composition de votre panier de courses, de votre caddie. Donc tout ça se respecte, mais je peux assurer que globalement, parce que nous sommes sur des chiffres globaux, la politique que nous menons est une politique protectrice. Et ça n'empêche pas les difficultés que vous avez pointées. Mais si les prix continuent d'augmenter, on entend bien que vous ne pouvez pas faire de gestes supplémentaires eu égard à nos déficits, notre dette. L'autre alternative, Olivier Dussopt, ce sont les salaires. Le président de la République avait annoncé lors des rencontres de Saint-Denis une conférence sociale sur les bas salaires, sur les carrières et sur les branches sous le salaire minimum. Est-ce que d'abord, elle est confirmée vraiment, cette conférence? Est-ce qu'il y a une date fixe? Nous allons la réunir sous la présidence de la Première ministre, que j'accompagnerai bien évidemment, le 16 octobre, au Conseil économique et social et environnemental. D'accord. Avec qui? J'ai commencé à échanger avec les partenaires sociaux. La Première ministre l'a indiqué. Nous allons les recevoir en réunion bilatérale dans les jours qui viennent pour préparer cette réunion. Et nous souhaitons que puisse être d'abord partagé, parce que c'est important de parler de la même chose, partager des diagnostics sur l'évolution des salaires, l'évolution du SMIC, sur les effets de la prime d'activité, de ce qu'on appelle le tunnel d'exonération. Vous allez parler des branches qui sont encore à un niveau inférieur du SMIC. On va parler des branches. Combien il y en a d'ailleurs, Olivier Dussopt? On va aussi parler du temps partiel subi, parce que c'est aussi un facteur de pauvreté. Les branches, et c'est important de le souligner... Parce il y en avait une centaine? Alors plus. En fait, on a un mécanisme en France qui fait que lorsqu'il y a beaucoup d'inflation, le SMIC n'est pas revalorisé que le 1er janvier, mais il est revalorisé de manière plus régulière, plus rapide. La dernière fois que nous avons revalorisé le SMIC, d'un peu plus de 2%, c'est le 1er mai. Le 1er mai,
le fait d'avoir augmenté le SMIC fait que certaines branches professionnelles ont vu leur niveau de rémunération les plus bas passer sous le SMIC. Alors je précise que personne n'est payé sous le SMIC, parce que lorsque votre niveau conventionnel est sous le SMIC, vous êtes payé le SMIC. Mais la conséquence, c'est que vous avez tout un début de carrière sans perspective salariale, avec des carrières très plates, très écrasées. Les branches négocient. Nous avions 145 branches qui n'étaient pas conformes le 1er mai. Aujourd'hui, nous en avons 60. D'accord. Mais comment 60 vendredi dernier. Comment faire plus? Comment faire mieux? La CFDT, par exemple, a appelé le gouvernement à supprimer les exonérations de cotisations sociales aux entreprises qui ne jouent pas le jeu de la revalorisation salariale. Est-ce que c'est un bon moyen de pression pour vous? C'est un débat que nous avons depuis longtemps avec la CFDT qui porte cette proposition depuis plusieurs années. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons deux problèmes et que j'ai partagé avec Mme Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Premier problème, on parle de niveau conventionnel, c'est-à-dire qu'on parle du niveau de rémunération tel que fixé dans les conventions collectives. Lorsque vous êtes patron de votre entreprise. Ça ne vous dérange pas au début d'intervenir, et là, quand on vous demande de l'interventionnisme pour... Non, mais laissez-moi aller au bout, parce que vous allez voir que je dis des choses qui ne sont pas loin de cela. Quand vous êtes salarié dans une entreprise et que vous appartenez à une convention collective où les salaires sont bas, rien n'interdit votre employeur de vous payer plus. Si nous disons que nous supprimons les exonérations pour tout ou partie aux entreprises de telle ou telle branche, parce que la branche a une convention collective qui n'est pas au niveau, ça veut dire qu'on va sanctionner des entreprises qui, elles, jouent le jeu dans leur entreprise. Donc vous ne voulez pas aller sur cette... Techniquement, c'est très compliqué de regarder entreprise par entreprise qui respecte le cadre. Donc vous dites non à la CFDT. Non, mais je pense qu'on peut pousser les choses plus avant. Et entre l'incitation et entre la carotte et le bâton. Vous savez, on a déjà pris une disposition en 2022. Ça paraît loin, 2022, mais ça ne fait qu'un an, en juillet 2022. Jusqu'en juillet 2022, quand une convention collective avait un niveau de rémunération trop bas, la branche avait 90 jours pour ouvrir la négociation. On l'a ramené à 45 jours. Ça explique aussi pourquoi, entre le 1er mai et aujourd'hui, nous sommes passés de 145 à 60 branches non conformes. Il en reste 60 non conformes. Il n'empêche qu'il y en a 85 qui ont fait le boulot pendant l'été. Donc incitation plutôt qu'obligation. Il faut qu'on regarde avec les partenaires sociaux quels sont les points de sortie possibles de cette conférence sociale. Vous le ferez lors de cette conférence sociale. Vous nous annoncez donc qu'elle se tiendra le 16 octobre. Autre texte à venir, Olivier Dussopt. Et à vrai dire, là encore, je ne sais pas s'il y a une date ou c'est peut-être à la Saint-Glinglin sur le projet de loi immigration. Est-ce qu'on peut dire vraiment que ce texte va arriver au Parlement? Il a été examiné par la commission des lois du Sénat au printemps dernier. Et aujourd'hui, il est prévu à l'ordre du jour du Sénat, c'est la volonté du gouvernement, au début du mois de novembre. Le 6 novembre, c'est bien ça? C'est le 6, mais vous savez, le Sénat vient juste de se renouveler. Et je crois que l'ordre du jour précis doit être arrêté dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pouvez, monsieur le ministre, nous répondre clairement aussi sur le fameux article autour de la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension? Est-ce qu'il sera bien dans le texte? Il est dans le texte que la commission des lois a adopté. Il le restera. Ce sont les sénateurs qui vont décider. Vous voulez qu'il reste? Moi, je pense que la réforme que nous menons gagne à être équilibrée. Mais le président, il semble, Olivier Dussopt, avoir reculé. Il a dit les métiers sous tension, il faut quand même essayer de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. Mais bien évidemment. Donc avant les travailleurs sans papier. Mais c'est ce que nous faisons, et avec raison. Vous savez, depuis l'année dernière, là aussi depuis octobre 2022, j'ai par exemple demandé à Pôle emploi, agence par agence, de regarder dans les listes de demandeurs d'emploi qui, par son parcours, par son diplôme, par son expérience, peut avoir une compétence, un lien avec les métiers qui sont les plus en tension. De convoquer tous les demandeurs d'emploi concernés et de leur proposer les métiers en tension. La priorité nationale? Non, ça ne s'appelle pas la priorité nationale, parce que figurez-vous... Vous donnez priorité aux Français? Mais figurez-vous que chez Pôle emploi, il suffit d'être en situation régulière sur le territoire. Pourquoi vous avez peur de ce mot? Priorité, c'est ce qu'a dit le président de la République. Mais le président de la République n'a pas parlé de priorité nationale. Quand vous voulez, le président de la République d'abord, le président de la République a dit, des et à juste titre, à nos compatriotes, qu'avant de faire venir des personnes de pays non européens, parce qu'on parle toujours d'immigration extra-communautaire, il faut s'assurer que toutes les personnes en situation régulière sur le territoire aient accès à l'emploi. Priorité aux Français. Aux Français et aux ressortissants étrangers présents sur notre territoire. Je n'ai pas dit autre chose, mais donc aux quand vous dites Français. Priorité aux Français. Nationale. Non, priorité à ceux qui vivent sur notre territoire. Bien. Je voudrais qu'on conclue notre interview par cette séquence, peut-être que vous allez la découvrir, le ministre, le porte-parole du gouvernement qui se mue en journaliste. Alors, regardez et écoutez. Ok, Charlotte, on va se mettre là, Mal, pour pas se faire écraser. Moi, ça me semble une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français? Pas vraiment. Non, ouais, mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique? Oh là là. Je ne sais pas, Olivier Dussopt, s'il est mieux en journaliste ou en porte-parole, Olivier Véran. C'est vous qui êtes journaliste, moi je ne le suis pas, donc je ne sais pas évaluer. Apparemment, il se met dans la peau d'un journaliste. Je ne sais pas évaluer. Et vous avez vraiment besoin d'une application pour savoir ce que pensent les Français? Je pense que tous les moyens de communication sont bons.
Il y a peut-être parfois trop de communication, tu la communication. Mais quand on communique moins, vous nous le reprochez aussi. Je pense que tous les moyens de communication sont bons et qu'à chaque fois qu'on peut avoir un canal qui permet l'expression, c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, merci d'être venu vous exprimer ce matin sur nos antennes CNews et Europe 1. C'était votre grande interview. Merci, à bientôt. À très bientôt.